Euh, Si vous en êtes d'accord, on va passer donc à la deuxième table ronde, le corps des représentations, les arts, les langues et les lettres, que j'ai déjà un peu présenté en réalité au début dans le, dans l'architecture générale de l'après-midi. Et du coup, je vais passer la parole à Fabienne Brugère, qui va animer cette table ronde. Donc, Fabienne, merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que tu as des agendas extraordinairement compliqués. Donc, là encore, c'est un vrai soutien que tu te joignes à nous. Fabienne, donc, qui est chercheuse au LEGS et professeure de philosophie à Paris 8. Merci Caroline, et je suis vraiment contente de pouvoir vous rejoindre. Merci à tous les deux, Eric et Caroline, pour cette invitation. J'ai pu vous écouter aussi un petit peu hier soir, et en revanche, je devrais vous quitter vraiment un tout petit peu avant 18h, vraiment à cette heure-là, parce que je dois recevoir ce soir ma deuxième dose de vaccin. Donc ça, c'est le genre de rendez-vous actuellement qu'on ne manque pas. Euh, Peut-être avant de présenter les uns et les autres, juste dire que pour ma part, le savoir situé ne me pose aucun problème, dans la mesure où j'ai travaillé sur une tradition au départ dans mon travail de chercheuse qui s'appelle l'empirisme, et qui fait que du point de vue de l'empirisme, toutes nos connaissances viennent de l'expérience. Donc, après tout, le savoir situé, ça a aussi une histoire, et ça porte aussi vraiment sa légitimité argumentative. La deuxième chose que, bien sûr, qui nous concerne aujourd'hui dans cette table ronde, donc intitulée Le corps des représentations, les arts, les langues et les lettres, c'est le fait de savoir comment on peut ouvrir les humanités au sens large aux questions de genre, de race, de classe, aux questions de féminisme, de sexualité au pluriel, ce qui veut dire quand même dans ce domaine-là, comment rend-on possible de nouvelles formes d'expression. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et là-dessus, je pense beaucoup à la phrase, enfin en tout cas à l'argumentation de Céline Sciamma lorsqu'elle nous dit que le cinéma serait autrement s'il laissait une place aux femmes, et qu'on pourrait imaginer tout à fait aussi non seulement une autre histoire du cinéma, mais vraiment d'autres formes d'expression du cinéma. Et puis c'est là-dessus, bien sûr, qu'elle cite ce que l'on appelle le female gaze, et donc cette idée que le female gaze vient remettre en question une pseudo-universalité, celle du male gaze, qui considère toujours le regard cinématographique comme étant celui d'un homme hétérosexuel. Et ce qui différencie le female gaze du male gaze, c'est qu'au moins, ce female gaze, il est conscient de n'être qu'un regard parmi d'autres. Et je trouve que tous ces entretiens-là de Cécile Sciamma sont particulièrement intéressants de ce point de vue-là. Et donc, dans les arts, dans les lettres, il s'agit bien de nouvelles expressions, certes, mais il s'agit aussi, mais ça vous en avez longuement parlé dès hier, il s'agit aussi de construire une résistance collective aujourd'hui. Et là-dessus, je me souviens forcément, puisque nous en avions fait un article avec Guillaume Leblanc dans Libération, je me souviens bien de cette cérémonie des Césars dans le temps d'avant, celui d'avant la pandémie, hein, ce que veut dire quitter la salle, pourquoi Adèle Haenel et d'autres quittent la salle précisément à ce moment de la cérémonie des Césars du début du mois de mars 2020. Eh bien, tout simplement pour exprimer la possibilité d'une voix collective du refus. On pourrait dire tout sauf Polanski, meilleur réalisateur. Et donc, pour pouvoir prendre la porte de sortie, ce que l'on peut appeler exit,
si l'on reprend les catégories d'Albert Hirschman, mais aussi pour inaugurer une voix, voice, et donc pour justement commencer à prendre la parole. Et cela contre ce troisième terme qu'Hirschman a aussi analysé, celui de loyalty. La loyalty, c'est justement le fait de se résigner. Donc arrêtons de nous résigner, comme l'a fait Adèle Haenel et d'autres ce soir-là. Prenons la porte, comme l'a dit aussi Virginie Despentes, et puis commençons à parler, soyons dans la voice. Et là-dessus, ça fait écho, de mon point de vue, à ce que disait tout à l'heure Nassira au sujet de Bell Hooks, transformer le silence en parole et en acte. Et sans doute que là, ce que l'on va entendre, c'est aussi comment, dans le domaine des arts, des langues et des lettres, on transforme le silence en parole. Donc, on a pour cela trois invités que je suis vraiment contente de présenter. Donc, tout d'abord, en fait, Mehdi Derfoufi, qui est l'un de mes collègues Zulegs, si je puis le dire comme ça, qui a écrit un livre sur le racisme et les jeux vidéo et qui a beaucoup écrit sur ces questions de sexe, de race et de gaming. Et puis, nous écouterons ensuite, et donc qui est enseignant-chercheur à Paris 8, nous écouterons ensuite Gwenaëlle Perrier, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Sorbonne Paris-Nord et qui a écrit aussi un certain nombre d'articles intéressants, dont un que j'avais beaucoup aimé sur les trajectoires des femmes sans domicile dans une perspective de genre entre vulnérabilité et protection. Et puis ensuite, Tiffaine Samoyo, que j'ai déjà eu l'occasion de croiser quelques fois, dont je rappelle qu'elle est professeure de littérature comparée à Paris 3, qu'elle va bientôt partir à l'EHESS comme directrice d'études, que c'est une critique d'art aussi, une romancière, qu'elle avait fait en 2015 un superbe livre sur Roland Barthes, et puis qu'elle vient de sortir un livre Traduction et violence en 2020. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Mehdi. Je vais suivre l'ordre, voilà, je vais respecter l'ordre qui est sur la petite feuille que Caroline et Eric, enfin, ou d'autres m'ont préparé. Donc, Mehdi, donc la parole est à toi, et je crois que c'est pour une dizaine de minutes ou un petit peu plus. Voilà. Ok, merci beaucoup Fabienne, merci pour cette invitation. J'espère qu'on m'entend bien. Oui. Ok, super. Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait mes devoirs. Bon, de toute façon, la discussion et l'échange sera là pour fournir l'occasion aussi de rattraper des choses dont je n'aurais pas parlé, évidemment. Sachant que je voulais un petit peu, alors dans le contexte actuel et puis aussi avec l'opportunité de ce colloque, je voulais saisir l'occasion de dire des choses que souvent on pense et qu'on n'a pas toujours l'occasion de dire ou de formuler explicitement. Alors, je vais partir d'une invitation par le journal Le Monde en novembre 2018 à participer à un live test du jeu vidéo très attendu à l'époque, Red Dead Redemption 2, qui se déroule dans le contexte de l'Ouest états-unien post-guerre civile. Et j'avais lâché dans mes échanges en ligne avec les internautes connectés le commentaire suivant, qui portait donc sur une analyse du jeu en direct. On peut parler pour Red Dead Redemption 2 de mélancolie masculine blanche. Et cette phrase, qui a été reprise en exergue sur le site du journal, sur les réseaux sociaux par la suite, attire aussitôt l'attention, suscite l'intérêt et surtout des commentaires critiques, ironiques, acerbes, agressifs, haineux.
Voici un petit florilège. Alors, vindicatif, encore un bédouin complexé qui ne doit son élévation et son statut de branleur d'amphithéâtre qu'à la structure et la mansuétude du monde blanc qui vient pondre son petit papier de névrosé. Interloqué, c'est quoi encore ces conneries? Désabusé, encore un qui s'est occupé ses journées. Outré, mais n'importe quoi, on ne peut pas juste apprécier un jeu vidéo comme un film et être content au lieu de raconter du bullshit. Et puis d'autres qui essayent de relever le défi de l'analyse. Il pose ses lunettes idéologiques, fruits de la modernité, sur une époque post-esclavagiste dans laquelle il était question de conquête, expropriation des terres, meurtres arbitraires, brigandage, etc. C'est quoi le but de son analyse, si ce n'est pisser dans un violon avec une prétention sociologique grotesque? Ce qui est d'ailleurs une activité à laquelle je ne me livre qu'entre amis. Alors, un autre argument récurrent en défense du jeu prétend que celui-ci prend en compte les minorités ethno-raciales. Le jeu, au contraire, a pris le soin de présenter certains membres de ces minorités dans une posture qui n'est pas avilissante. Merci, c'est très sympa. Et puis, on peut lire aussi des réactions classiques dès que l'on aborde les questions de représentation qui consistent à ironiser sur les enjeux de diversité et de représentativité des minorités à l'écran. Par exemple, alors donc en fait, pour que le jeu ne se voie subir aucun reproche, il aurait fallu intégrer un casting composé à au moins 50% de Mexicains et d'Afro-Américains, quitte à remanier l'histoire, avec non pas un héros, mais une héroïne. Dans tous les cas, la critique du racisme ou du sexisme des représentations est soupçonnée ou directement accusée de réécrire l'histoire, de plaquer une grille de lecture anachronique sur un environnement de jeu perçu à contrario comme réaliste, dans le sens d'une reconstitution documentée et historiquement fondée. Alors évidemment, le jeu vidéo est un objet social qui est traversé par les conflictualités qui structurent nos sociétés contemporaines. C'est un objet de création, un support discursif, et il ne peut être analysé comme s'il existait en dehors de son contexte socio-historique de production. Et on l'a vu depuis 2014 et l'affaire du Gamergate, qui a reçu un écho médiatique considérable et qui marque sans doute un tournant dans la communauté vidéoludique. À l'occasion du Gamergate, les minorités de genre et ethno-raciales ont appris aussi à s'organiser efficacement pour répondre aux attaques racistes et sexistes, mais aussi pour promouvoir un agenda féministe et antiraciste au sein des communautés vidéoludiques, ou de la communauté vidéoludique. Donc, le cliché du jeu vidéo comme territoire privilégié de l'aliénation de masse contemporaine ou comme loisir de geek, c'est-à-dire jeune homme névrosé, blanc et hétérosexuel, a vécu. Cependant, cet agenda féministe et antiraciste, et je fais vraiment, voilà, je parle au sens large, tombe parfois dans le piège de la politique de la diversité. L'étude des représentations culturelles dans les médias, au cinéma, dans les séries, la bande dessinée, les jeux vidéo, etc., devrait nous permettre de déjouer ce piège de la diversité. Celui-ci consiste à présenter l'ouverture à l'altérité comme une correction du système, tout en préservant les conditions d'exercice de ce même système. Donc, étudier les représentations sexistes et racistes, c'est montrer en quoi les représentations dominantes sont un problème moral, politique, culturel, social, économique, etc. Ces représentations informent sur la nature, le fonctionnement de l'ordre social qui les voit naître. Alors, la diversité, c'est faire une place aux minorités dans un système inégalitaire qu'elles subissent. Mais comment accepter de coexister à ces conditions? Et puis, la science ne vise-t-elle pas au progrès humain? Donc, plutôt que d'encourager l'idée que l'on devrait avoir une place ou que l'on devrait faire de la place aux autres, il s'agit bien de repenser depuis les minorités, qui sont en réalité les plus nombreuses, les moyens de prendre la place. Donc, dans un contexte où le débat politique est d'abord polémique plutôt qu'idéologique, et c'est bien grâce aux polémiques ou à cause des polémiques que les minorités vidéoludiques ont appris à s'organiser et à construire des espaces de subjectivation en dépit de dispositifs hégémoniques qui travaillent à leur invisibilisation, à leur marginalisation et à leur neutralisation. Alors, d'un autre côté, la subjectivité politique ne coïncide pas nécessairement avec l'identité de genre, ethno-raciale, culturelle, communautaire en général. Mais à l'extrême droite, on a bien compris les leçons de Gramsci, et dans le jeu vidéo comme ailleurs, l'activisme de l'alt-right et de la fachosphère sur les réseaux sociaux et les forums contribue à configurer le débat public au rythme des polémiques, qui sont devenues la modalité principale du débat politique.
Et ces mêmes polémiques viennent fournir l'occasion de déterminer le cadre du débat, son lexique, sa temporalité, ses lignes de partition. Il s'agit d'occuper le terrain, de saturer le champ. Et davantage qu'à gauche peut-être, on a pris au sérieux le fait que le sujet politique du XXIe siècle, il naissait moins d'une fabrique idéologique et partisane que d'un agrégat circonstanciel engendré par des polarités et des antagonismes autour de polémiques qu'il importe dès lors de savoir configurer. Alors aujourd'hui, les cultures vidéoludiques, elles constituent peut-être le territoire privilégié des subjectivités politiques contemporaines dans toutes leurs dimensions, et notamment transnationales. Dimension souvent négligée dans les études du jeu vidéo d'ailleurs, mais qui me semble très importante, sur laquelle il me semble très important d'insister. Ainsi, quiconque voudrait penser les conditions de la pluriversalité gagnerait certainement à s'y intéresser. Alors, pluriversalité. En faisant de cette vision utopique et politique de la pluriversalité, Nacira l'évoquait tout à l'heure, en faisant un horizon pour la science. Il s'agit aussi de rappeler que toute science est politique et que toute science vise à la transformation sociale. Alors, dernier point, et vous avez vu que j'ai fait court, dès lors, comment ne pas se laisser enfermer face aux attaques dans un registre de la justification, de l'évitement du politique via l'argumentation depuis une posture scientifique? Moi, tel que j'ai compris les études postcoloniales, les études féministes, les études culturelles, les études décoloniales, les études de genre, les études queer, les études trans, il s'agit bien de transformer l'ordre social aux conditions des idéaux de fraternité, sororité, adelphité, de liberté et d'égalité. Il me semble que c'est quelque chose de l'ordre du progrès scientifique et humain, et qu'en République, cela peut s'assumer. Merci. Merci, Mehdi. C'est intéressant de replacer dans le contexte des jeux vidéo tout ce qui fait finalement ce que tu as nommé le piège de la diversité et le fait finalement de corriger un système pour faire qu'il continue à exister et donc au bout du compte de laisser de côté toute la perspective, disons, radicale de la transformation de l'ordre social. Et c'est vrai que cette notion de pluriversalité, à contrario, on peut sans doute la penser comme étant un horizon que l'on peut tout à fait penser dans le cadre précisément des jeux vidéo sur lesquels, bien sûr, on a toujours des images, comme tu le rappelais, voilà, du joueur blanc, geek, etc. Et donc, tu as vraiment bien lié la question finalement des nouvelles formes d'expression à la question des nouvelles formes de résistance et de la nécessité précisément de ne pas mettre de côté le politique. Et donc comment aussi on constitue au pluriel des voix et des voies de résistance. Donc merci beaucoup. Donc, à moins que tu veuilles pour l'instant ajouter quelque chose, mais je pense qu'après, on passera au débat. Donc, je vais ensuite inviter, hein, on va le dire comme ça, même si on est à distance, je vais donc inviter Gwenaëlle Perrier à prendre maintenant la parole. Donc, pour une communication dont je peux donner le titre, puisque je l'ai, les débats autour de l'écriture inclusive entre anti-féminisme discret et anti-intellectualisme ouvert. Bon, là, je crois qu'on est sur une question très vive actuellement dans le débat, disons, mainstream français. Donc, voilà, Gwenaëlle, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous et merci d'abord à Caroline Ibos et à Eric Fassin de m'avoir invité à participer aux échanges. Et puis bien sûr, merci à elle et à lui d'avoir organisé ce colloque qui est à la fois très important et puis très intéressant. Alors j'ai été invitée pour discuter donc de la manière dont les débats sur l'écriture inclusive
illustre et alimente une offensive antiféministe et anti-intellectualiste organisée par le camp qu'on qualifiera de conservateur, même si le qualificatif pourrait être discuté. Et je voudrais insister sur 2 points. D'une part, sur les argumentaires qui sont déployés par les tenants et les tenantes d'un conservatisme politique en matière de rapport de genre, et aussi sur la non-spécificité du cas français. Et pour ça, je vais à la fois reprendre des éléments d'introduction du dossier des cahiers du genre que j'ai coordonné avec ma collègue Marie Loison, et puis développer quelques autres points d'analyse. Alors la question qu'on s'était posée avec ma collègue Marie Loison quand on a commencé à travailler sur les mobilisations autour du langage non sexiste ou inclusif était la suivante. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans la controverse française sur l'écriture inclusive ouverte en 2017, les débats soient si virulents, parfois même un peu violents, alors même que les détractaires, pour utiliser un néologisme inclusif, assènent que la lutte pour l'égalité dans la langue ne serait qu'une lutte symbolique, qu'il s'agirait d'un combat secondaire et que les vrais combats seraient ailleurs. On peut bien parler de virulence, puisque je rappelle que l'écriture inclusive a été présentée comme un péril mortel et que plus largement, on a vu fleurir des dizaines d'articles qui ont largement dramatisé l'enjeu autour de ces questions. On peut rappeler aussi que la violence n'a pas été que symbolique, puisqu'il y avait des députés en 2017 qui avaient demandé des sanctions à l'encontre des enseignants et des enseignantes signataires du manifeste lancé par Eliane Viennot en faveur du langage inclusif. Alors, l'explication qui est souvent sous-entendue pour expliquer la virulence de ce débat en France, c'est qu'il existerait dans ce pays un attachement fort, qui est parfois qualifié de viscéral, à la langue, aux questions linguistiques. Et l'existence justement de précédents débats linguistiques sur d'autres enjeux que le langage non sexiste, par exemple sur les langues régionales ou sur les anglicismes, serait la preuve de cette spécificité française. Pourtant, la composition très internationale du dossier des cahiers du genre que j'ai coordonné avec Marie Loison permet de nuancer la spécificité de l'opposition française au langage non sexiste, puisque les articles du dossier portent notamment sur l'Allemagne, sur la Suède, sur le Brésil également, et puis que même si ces pays, même si l'Autriche, l'Italie, l'Argentine ne sont pas traités dans le dossier, on trouve aussi des débats sur le langage égalitaire. Et pourtant, la dimension donc internationale de ces débats, elle est peu relevée dans les milieux politiques et médiatiques français, et parfois elle est même totalement niée. Alors, ce que je voudrais montrer ici, c'est que finalement, en enfermant parfois les controverses sur le langage non sexiste dans une question sur le rapport des Français et des Françaises au langage, les fonctions politiques centrales de ces débats sont occultées. Et les fonctions politiques centrales de ces débats pour les détracteurs donc, du langage inclusif, elles sont essentiellement au titre de 2. La première fonction, c'est de donc, fournir un terrain d'expression à l'antiféminisme, et c'est ce sur quoi on a insisté avec Marie Loison dans notre introduction au dossier des cahiers du genre. Et puis la deuxième fonction politique, c'est de fournir un terrain d'expression à l'anti-intellectualisme et à la délégitimation des savoirs critiques. Alors, en ce qui concerne donc la question de l'antiféminisme, le dossier nous a permis, donc très international, comme je l'ai dit, nous a permis de comparer le cas français avec des cas étrangers et de mettre en évidence 3 similarités entre tous les pays dans lesquels la question du langage inclusif suscite des débats. Et ces 3 similarités prouvent que ces débats sont l'expression d'une panique morale face à la transformation des normes de genre dans les pays étudiés. Quels sont ces 3 critères, ces 3 éléments de preuve? D'une part, dans tous les pays étudiés dans le dossier, le débat sur le langage non sexiste s'est ouvert dans un contexte d'institutionnalisation de la lutte pour les droits des femmes et des minorités sexuelles. Quand il n'y a pas vraiment institutionnalisation, à minima, ces questions sont discutées publiquement. Je ne vais pas développer ici parce que je n'ai pas le temps, mais je vous renvoie à l'introduction du dossier et aux articles, bien sûr. Le deuxième élément, c'est que partout, en fait, dans tous les pays étudiés dans le dossier, l'écriture inclusive est particulièrement combattue par des personnes et des groupes conservateurs qui sont investis dans la contestation de la norme égalitaire
sur le front linguistique, mais également sur d'autres fronts. C'est le cas en France, hein, par exemple, où une des propositions de loi contre l'écriture inclusive avait été déposée par des députés majoritairement membres du Rassemblement national, hein, dont on connaît les positions conservatrices en matière de rôles sociaux de sexe. C'est vrai aussi, par exemple, du député François Jolivet, qui avait lui aussi déposé une proposition de loi, et qui, et c'est moins connu, est aussi signataire d'une proposition de loi qui vise à interdire les pratiques modifiant l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. On retrouve, hein, les mêmes caractéristiques, par exemple en Allemagne, hein, où les acteurs politiques centraux qui sont mobilisés contre l'écriture inclusive sont notamment le parti nationaliste Alternative für Deutschland, ou bien la CSU, qui est donc l'aile ultra-conservatrice du Parti chrétien-démocrate. Ces partis défendent donc, sont mobilisés contre les études de genre et plus généralement défendent des rôles sociaux de sexe traditionnels. Et puis le troisième élément de convergence entre les différents pays étudiés dans le dossier, c'est que partout, en fait, les liens entre les débats sur le langage non sexiste et l'antiféminisme sont décelables également sur le plan discursif, puisque, en France, on retrouve surtout des registres argumentatifs qui sont caractéristiques de rhétorique antiféministe ancienne, comme le recours au burlesque, à l'ironie pour tourner en dérision les partisanes du langage non sexiste, comme le fait aussi de sexualiser les débats, ou encore de qualifier les partisanes du langage inclusif d'incompétentes. Ces trois registres, hein, l'ironie, la sexualisation et l'incompétence, sont caractéristiques d'un antiféminisme ordinaire. Je m'appuie ici sur les travaux de notre collègue Francine Descari. Et puis en Allemagne, en Suède et au Brésil, on a plutôt des éléments de langage qui renvoient à une forme de nouvel antiféminisme, donc de discours anti-genre, qui valorise deux choses. D'une part, le thème de la protection des enfants. Donc on trouve souvent hein, l'idée selon laquelle l'écriture inclusive aurait une influence néfaste sur les enfants parce qu'elle troublerait leur identité de genre. Et puis on retrouve aussi donc la négation des fondements scientifiques, des argumentaires en faveur du langage inclusif, qui est aussi une caractéristique du nouvel antiféminisme, hein, comme l'a bien montré notre collègue Jutta Hergenhan dans son article. Et donc, en niant les fondements scientifiques, on renvoie finalement ces mobilisations à du militantisme, étant entendu que cela suffirait à les disqualifier. C'est par exemple une rhétorique qu'on retrouve dans l'exposé des motifs de la proposition de loi du député Jolivet, mais c'est aussi une rhétorique qu'on retrouve dans la tribune parue dans Marianne à la rentrée 2020 et signée par 32 de mémoire linguiste. Hein. Le titre est évocateur, cette tribune s'intitulait « Une écriture excluante qui s'impose par la propagande ». Et là, finalement, on retrouve ce que disait, je crois que c'était Sandra Logier hier. On voit bien donc que les attaques contre l'écriture inclusive viennent certes du champ politique, mais aussi du champ académique et de certains domaines des sciences humaines et sociales. Et c'est d'autant plus problématique, puisque ces linguistes font mine d'ignorer les travaux de leurs collègues existants sur la question du langage non sexiste. Alors, finalement, concernant l'antiféminisme, on peut dire que dans tous les pays étudiés dans les dossiers des cahiers du genre, les débats sur l'écriture inclusive interviennent dans un contexte où il devient finalement plus difficile de contester publiquement la norme d'égalité des sexes et des sexualités, qui gagne globalement en reconnaissance institutionnelle, même s'il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire sur ce processus d'institutionnalisation. Et donc, ce qu'on a voulu montrer dans notre introduction, c'est que l'une des clés pour comprendre la virulence des débats, c'est finalement qu'en matière de langage, on peut encore affirmer publiquement que l'égalité n'est ni pertinente ni nécessaire, car le terrain de la langue n'est pas directement associé au conservatisme et à la discrimination. D'une certaine manière, le terrain linguistique offre la possibilité d'une expression euphémisée de l'antiféminisme, puisque le terrain linguistique n'attaque pas directement les groupes discriminés, mais seulement le féminin grammatical et les pronoms dégenrés. Alors, j'ai encore quelques mots, je vais essayer de ne pas faire trop long.
il y a tout de même une deuxième fonction politique qui est assignée à ce débat par les détracteurs du langage inclusif, c'est celle de leur fournir un terrain d'expression à une forme d'anti-intellectualisme dirigé contre les savoirs critiques. Effectivement, hein, même si les arguments antiféministes sont bien présents dans le débat, à la fois en France et à l'étranger, ce ne sont pas les seuls à être mobilisés. Les détracteurs du langage inclusif ont construit, en France et aussi ailleurs, des arguments qu'on a qualifiés d'exclusion et qui leur permettent de se poser donc en défenseurs de l'égalité face aux partisans et aux partisanes de l'écriture inclusive qui, elles, alimenteraient à l'inverse une dérive identitaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par argument d'exclusion ? Eh bien, on a entendu hein, dans le débat, en France en particulier, mais pas seulement, que l'écriture inclusive serait doublement excluante. Elle serait excluante vis-à-vis des personnes, et notamment des enfants, qui seraient mis en difficulté par ces nouvelles formes de langage, étant entendu que ces nouvelles formes de langage ne seraient utilisées que dans des cercles universitaires et militants, ce que les faits contredisent largement, même si les usages de ce langage sont quand même situés socialement. Et puis d'autre part, le langage inclusif serait discriminant vis-à-vis des personnes handicapées, notamment des personnes aveugles et malvoyantes, et vis-à-vis des personnes atteintes de troubles cognitifs spécifiques. Alors, en sous-entendant hein, que la recherche de l'égalité des sexes et des sexualités serait créatrice d'autres inégalités, entre classes sociales, entre personnes valides et entre personnes handicapées, les détracteurs de l'écriture inclusive reprennent en fait ici un procédé classique de la rhétorique réactionnaire qui avait été analysé par Hirschman. Là, c'est l'argument des effets pervers des mesures égalitaires. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que en avançant ces arguments d'exclusion, les détracteurs du langage inclusif opèrent un retournement justement de cet argument d'exclusion, puisque j'aurais même pu commencer mon intervention par ça, hein, les promoteurs et promotrices du langage inclusif soulignent qu'ils entendent défendre la représentation de tous dans le langage, donc de lutter contre l'exclusion des femmes et des minorités sexuelles dans le langage. En soulignant finalement que le langage inclusif serait l'apanage d'une petite élite académique et militante, qui ne se soucierait pas hein, donc des difficultés que soulèverait ce langage pour la commune des mortels, les dominants finalement se posent en défenseurs, en vrais défenseurs de l'égalité. Au-delà de ça, hein, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que c'est intéressant de s'intéresser à la carrière de ces deux arguments d'exclusion, qui sont en fait devenus les arguments principaux du débat en France lors de sa réouverture en septembre 2020, avec notamment donc, la fameuse tribune des linguistes dont je vous parlais et qui a été publiée dans Marianne, alors même que ces arguments avaient été énoncés dès l'automne 2017, mais sans recevoir beaucoup d'écho. Alors on peut faire trois hypothèses, hein, je pense, pour expliquer ce succès relatif seulement à partir de 2020 de ces arguments d'exclusion. Et ces trois hypothèses ne sont pas exclusives l'une de l'autre. La première hypothèse, c'est que finalement, les arguments antiféministes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont donc été largement mobilisés dans la première séquence de la controverse à l'automne 2017, sont moins efficaces que lors des débats précédents, qui avaient eu lieu dans les années 80 notamment, et à la fin des années 90, probablement parce qu'on est dans un contexte où la norme égalitaire a gagné en légitimité, et dans un contexte aussi où les partisanes du langage inclusif ont davantage accès à la parole publique que dans les années 80 et 90. Et donc ce rapport de force qui a un peu changé contraint probablement les courants réactionnaires à déployer d'autres parades argumentatives et à ne plus recourir uniquement aux arguments féministes après avoir testé donc leur efficacité à l'automne 2017. La deuxième hypothèse qu'on peut faire, c'est que ces arguments d'exclusion remplissent une autre fonction politique que celle de permettre à l'antiféminisme de s'exprimer. Elles leur permettent probablement de nouer de nouvelles alliances avec des personnes et des collectifs qui sont sincèrement soucieux de l'intérêt des personnes handicapées ou des personnes en difficulté d'apprentissage. Ça serait une piste à explorer, hein, de voir dans quelle mesure
on voit des alliances surgir autour de cela, comme ça a pu être fait notamment au moment des controverses sur l'enseignement du genre à l'école, où il y avait eu l'esquisse d'alliances entre des courants catholiques et des, des groupes plutôt issus enfin, de familles musulmanes et plutôt issus de classes populaires. Alliance qui n'avait pas été très solide. Et puis la troisième hypothèse qu'on peut faire, c'est que ces arguments donc d'exclusion ont pour fonction de poursuivre l'entreprise de délégitimation des savoirs critiques à l'université, puisque cette entreprise, hein, comme l'a bien rappelé Caroline mardi dans son intervention d'ouverture, a été initiée en juin 2020 par Emmanuel Macron, et que les arguments d'exclusion ont vraiment pris de l'ampleur à partir de la rentrée 2020, de septembre 2020. Alors, la dernière chose, si j'ai encore 2 minutes. Alors, vraiment, il faudrait conclure parce que ça fait un peu plus de 15 minutes. Donc, d'accord, ok. Mais, alors, je mentionnerai juste le fait que le dernier épisode de l'offensive contre les savoirs critiques se déploie, elle, au sein de l'éducation nationale, comme l'illustre l'adoption par Jean-Michel Blanquer d'une circulaire dite contre l'écriture inclusive à l'école. Et du coup, pour conclure, voilà, je dirais 2 choses. Par rapport à la question de départ que j'avais formulée, hein, si les débats sont si virulents finalement, si l'écriture inclusive attire autant d'attention politique, c'est parce qu'elle remplit pour ses détracteurs différentes fonctions politiques. D'une part, donc permettre l'expression d'un antiféminisme relativement discret et peut-être du coup d'autant plus efficace. Fournir aussi un terrain d'expression à l'anti-intellectualisme dirigé contre les savoirs critiques. Et je voudrais terminer en disant 2 choses peut-être. Alors, d'une part, en termes de programme de recherche, on avait formulé dans l'introduction des cahiers du genre l'idée selon laquelle il y avait un vrai chantier à explorer autour de la circulation des argumentaires et des répertoires d'action des opposants et opposantes à l'écriture inclusive, parce que dans le dossier, on voit bien hein, la récurrence de certains arguments dans différents pays, qui est vraiment frappante. Ça fait écho d'une certaine manière à ce que disait David Paternotte hier hein, sur la circulation des argumentaires et des mobilisations des anti-genres. Et puis, pour terminer sur une note plus positive et pour faire écho à ce que disait Delphine Gardet tout à l'heure, il me semble quand même que l'évolution des arguments qui sont mobilisés dans ce débat dit quelque chose sur le rapport de force entre les féministes et les antiféministes, pour le dire rapidement, puisque il me semble que les arguments féministes ont peut-être malgré tout un peu moins de force, puisque les opposants et opposantes au langage inclusif se voient contraints d'une certaine manière à déployer d'autres argumentaires. Néanmoins, il faudrait ouvrir des recherches sur la réception de ces polémiques et sur l'efficacité des arguments déployés dans le camp des anti. Merci pour votre attention. Et pardon d'avoir été un peu longue. Non, mais merci Gwenaëlle. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment on discipline une langue à des fins de domination. Et c'est aussi important d'avoir en tête qu'avant le 19e siècle, la langue française n'était pas fixée du tout de la même manière, qu'elle n'était pas à ce point masculinisée, pourrait-on dire. Et puis, peut-être aussi ajouter qu'il y a bien sûr tous les débats sur l'écriture inclusive, mais c'est amusant aussi de voir comment les écrivains ou les écrivaines eux-mêmes inventent des formes d'écriture qui féminisent l'écriture. Pas seulement dans ce qu'on entend généralement comme étant de la littérature, entre guillemets, d'écriture féminine ou féministe, mais je pense à Jacques Rancière, qui, dans ses derniers livres, régulièrement passe du masculin au féminin pour justement dire que ça concerne, voilà, qu'il n'y a pas ce masculin qui l'emporte tout le temps sur le féminin. Il ne pratique pas l'écriture inclusive, mais il invente des usages du langage
qui permettent de sortir d'une écriture justement uniquement masculine. Et en philosophie, je crois que c'est particulièrement important. Donc, merci, vraiment, merci beaucoup. Et donc, voilà, je vous propose qu'on écoute maintenant Tiffaine Samoyau qui va poser la question suivante: comment se situer par rapport aux représentations nécessairement situées, ou pour le dire autrement, l'étude des représentations peut-elle s'affranchir des savoirs situés? Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup aussi à Eric et à Caroline de m'avoir invitée. Merci aussi à toutes celles qui ont proposé leur témoignage cet après-midi, que j'ai trouvé particulièrement fort. Et je crois que j'ai été invitée à parler parce que, pour une raison assez précise, qui s'inscrit dans nos débats, et qui est que j'ai défendu récemment une position, j'ai défendu publiquement une position qui n'était pas majoritaire dans la polémique autour de la traduction d'Amanda Gorman. Et cette position, qui est la mienne, consistait à dire que dans certains cas, il était préférable d'être une femme noire pour traduire une femme noire. Et je vais essayer d'expliquer peut-être l'origine de cette position, en évoquant, en faisant des remarques peut-être un petit peu plus générales sur l'intitulé de cette table ronde, qui est le corps des représentations. Intitulé qui me semble être en léger décalage par rapport à la ligne générale donnée par le titre « La savante et le politique », car il peut paraître aller de soi, bien sûr, que les représentations ne sont jamais neutres, qu'elles ont précisément un corps, qu'elles sont incorporées, pourrait-on dire. Donc, elles ne peuvent ni ne doivent être neutres, et que leur étude implique des formes d'analyse, d'interprétation qui engagent subjectivement, mais pas seulement, et qui témoignent, là encore précisément, de ces points de vue situés ou incorporés. Je pense que le terme est important pour penser le corps des représentations. Donc, il émerge, selon moi, 3 questions qu'a citées Fabienne. Celle du rapport des arts et de la littérature au savoir, qui n'est pas un rapport évident. Celle de la situation de la représentation. Et est-ce qu'on pourrait inverser peut-être la question et demander est-ce qu'il est possible d'imaginer une représentation non située, comme on prétend qu'il pourrait y avoir des savoirs non situés. Et puis la question du savoir sur les représentations. Peut-il s'affranchir lui-même de la situation? Je me suis souvent demandé ce que voulait pouvoir dire être professeur de littérature. Qu'est-ce qu'on enseigne? Pourquoi le fait-on? Et il me semble que dans les champs des savoirs, c'est d'ailleurs un des plus illégitimes. Il donne un sentiment d'imposture à beaucoup de celles et ceux qui le pratiquent, précisément parce qu'elles ou ils le font au titre d'un choix subjectif, parce qu'ils aiment la littérature, qu'ils l'ont aimée. Donc, il est très difficile, quand on est professeur de littérature, de socialiser et de transmettre donc un objet, un savoir spécifique et un langage propre. Et la seule chose qu'on leur reconnaît de socialisable est précisément ce qu'ils ou elles refusent souvent, à savoir l'établissement du canon, de la valeur, du commun national ou mondial. Et la seule tentative connue, outre l'histoire littéraire, pour fonder un savoir neutre de la littérature a évidemment échoué. Barthes soulignait l'impossibilité de faire une mathésis de la sémiosis et la fragilité intrinsèque des sciences humaines liée à leur imprévision et le fait qu'elles soient portées par des sujets incertains. Parce qu'elle ne peut prétendre à aucune neutralité, cette discipline est d'ailleurs fortement infériorisée. Je rappelle, pour m'ancrer vraiment dans le concret, que nous n'avons jamais à pratiquer de sélection pour les diplômes de littérature, que ce soit avec Parcoursup dans l'entrée en première année de
parcours de lettres, hein, ou même en master. Enfin, il y a très peu de sélection. Et elle est rarement le choix des étudiants qui s'y retrouvent, hein, en première année. Et quand elle est choisie, c'est souvent une preuve concordante, hein, d'études inutiles ou marquées par la subjectivité. Donc je ferme cette parenthèse sur, sur ce qu'est enseigner la littérature pour cette parenthèse un petit peu subjective, hein, pour expliquer comment je me suis rendu compte aussi au cours de mon itinéraire que les choix que j'avais faits, les choix disciplinaires, que ce soit la littérature ou les langues, étaient des choix qui étaient déterminés, hein, par des phénomènes de genre. Et en particulier, j'étais frappée que la philosophie, telle qu'elle était enseignée à l'époque où je faisais mes études, c'est-à-dire à la fin des années 80, était vraiment un fief masculin, et que le jeu qui était prétendument un jeu neutre, le jeu de la philosophie, était très excluant pour les femmes. Et c'est les raisons pour lesquelles je me suis tournée vers la littérature, qui était un lieu plus accueillant et un lieu où les déplacements étaient possibles. Et c'est sur ces déplacements d'identité ou ces possibilités de changement de place, hein, que j'ai fondé une partie de mes recherches et mon enseignement. Donc il s'est moins agi pour moi de travailler sur des autrices ou sur des pratiques qui prenaient les femmes pour sujet, que de comprendre les mécanismes de la domination dans tous les domaines et de voir comment on pouvait les déjouer. Donc ça peut être par des pratiques d'enseignement le plus horizontales possible, hein, par des usages moins autoritaires du discours, et par une prise en compte de certaines pratiques ponctuelles, mais nécessaires, dans la lutte pour la parité ou dans des formes de discrimination positive. Alors cela m'a conduit à travailler sur des objets dévalués, et en particulier la traduction, qui permet de mettre au jour la hiérarchie consciente ou inconsciente et les questions d'autorité et de renversement d'autorité. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai proposé comme programme pour le HESS un programme que j'ai intitulé « La moindre autorité », où il ne s'agit pas d'inverser les rapports d'autorité, mais de mettre en évidence d'autres manières de faire, en particulier un autre usage de la rhétorique, une certaine façon de s'inscrire comme sujet de son discours, et sans doute aussi une poétique. Et ce programme prend en charge la nécessité de dégager l'autorité de la domination. Il ne s'agit pas simplement de contester l'autorité, mais de l'arracher aux procédures de domination. Et c'est pour ça que je tiens à ce vocable de moindre autorité. Et cette idée est née d'une longue réflexion que j'ai eu à mener sur les places, hein, places de ma génération dans l'histoire, dont j'ai tiré un récit, hein, que j'ai appelé « Bête de cirque », place des femmes dans l'histoire intellectuelle et dans la littérature, place de la littérature dans les disciplines, place du discours littéraire dans la société contemporaine. Voilà, tout ça. Donc, donc, ça m'a intéressé de prendre pour enseigner la littérature, de passer par la traduction, c'est précisément parce que la traduction permet d'échapper d'une part à l'autorité de l'auteur, à l'autorité de la langue dans son rapport avec la nation, avec la construction d'un canon. Et ça me permettait de prendre en charge aussi des étudiants qui pouvaient être rendus vulnérables par leur statut d'étranger ou parce qu'ils n'avaient pas le français comme langue maternelle, ce qui m'est arrivé très très souvent dans mon enseignement, en particulier à Paris 8, mais ça s'est prolongé aussi à la Sorbonne Nouvelle au niveau du master et des thèses. Et donc tout le monde se retrouvait dans une forme d'égalité par rapport au sujet, puisque chacun arrivait avec sa langue et ses langues
dans une possibilité de déplacement constant. Et puis, dans l'idée aussi que ce que nous apprennent les représentations, c'est l'importance du corps, hein, du corps de la langue, du corps de la représentation, mais la possibilité aussi du changement de corps. Et la traduction, c'est cette question-là, hein, comment est-ce qu'on passe un corps dans un autre corps, comment est-ce qu'on passe un corps de langue dans un autre corps. Pour autant, et je voudrais laisser de la place pour le débat, donc je ne vais pas parler très très longtemps. Voilà, donc pour en revenir à la polémique, hein, autour de la traduction d'Amanda Gorman, pour autant, tout en étant ouverte à la question de l'hospitalité et de l'altérité, quand on ne traduit pas un autre avec un grand A, hein, comme ont pu le dire les détracteurs de ma position justement dans ce débat. On traduit toujours un autre qui est précisément un corps, un autre singulier, et en particulier quand on s'intéresse à la traduction de la littérature, on est rendu très sensible à cela, et que ce corps singulier, il a une expérience, il a un rythme, il a une différence qu'il s'agit de traduire le plus précisément. Et on ne peut pas toujours tout traduire, hein, et cette idée qu'on pourrait toujours tout traduire est une idée disons, impérialiste. Et c'est pourquoi j'ai pris cette position pour deux raisons. D'abord parce que, comme je l'ai signalé, quand on traduit Amanda Gorman, on ne traduit pas seulement un texte, on traduit aussi une situation, on traduit un corps qui le dit, on traduit une visibilisation, et que c'est cet ensemble de signes, hein, ce que Barthes aurait appelé une mythologie, que l'on traduit. Et donc, pour cela, il était plus légitime actuellement, dans la situation qui est la nôtre en ce moment, donc c'est une position historique, il était préférable que ce texte fût traduit par une femme noire, ce qui ne veut pas dire que dans un avenir où il y aura une égalisation des personnes et des discours, que ce texte ne puisse pas être traduit par beaucoup d'autres personnes. Mais il faut penser les choses aussi dans leur temps historique. Et donc voilà, ça me paraît important de ne pas penser qu'on peut toujours tout traduire, et qu'une partie de ce qu'on fait lorsqu'on traduit, c'est aussi de rapprocher des expériences et d'échanger aussi des expériences. Donc, je pourrais parler longuement de cela, mais il me semble qu'il y a un savoir critique important qui est porté par la traduction. L'idée qu'il n'y a pas de transparence de la langue, qu'il y a toujours un reste d'opacité. Et également, je voudrais conclure là-dessus, parce que c'est ce que j'appelle aussi la moindre autorité de la traduction, c'est que la traduction, c'est très vite une parole collective. C'est le mouvement de plusieurs, hein, de pluralisation aussi de l'auteur ou de l'autorité d'un auteur ou d'une autrice dans les langues et dans le temps. Donc c'est vraiment une pratique de dissémination d'autorité qui me paraît être une bonne manière, une manière juste, ou disons plus juste, d'enseigner la littérature. C'est aussi une pratique qui est marquée par l'imperfection, par la secondarité, la subalternité. Et il me semble que cette imperfection est une chance. Elle n'est jamais... elle est toujours à refaire, toujours à améliorer, toujours à pluraliser. Ensuite, elle a un contexte. Elle n'est pas suspendue dans une sorte d'éternité supposée de l'art. Elle est historique. Les différences qui sont l'œuvre même de la traduction, c'est ce avec quoi on travaille, mais ce qu'elle fait aussi apparaître empêche évidemment l'universalisme. Et enfin, comme pratique socialement subalternisée, elle permet d'être plus sensible à d'autres formes de la domination.
Donc voilà, je voulais revenir un peu sur cette histoire parce qu'il me semble que c'est la raison pour laquelle Caroline et Eric ont souhaité ma présence aujourd'hui dans cette table ronde, mais élargir un tout petit peu à cette manière dont on peut être institutionnellement ancré dans des disciplines, dans des lieux, dans des pratiques, mais en recherche, mais que dans ces lieux pourtant centraux ou dominants, on peut trouver des moyens, et tout le monde, toutes les personnes qui parlent ici le disent, mais on peut trouver des moyens d'alléger le poids des formes dominantes. Merci, merci beaucoup. J'aime bien cette idée de la moindre autorité. C'était bien aussi de rappeler combien, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, combien la philosophie était uniquement un discours au masculin qui, bien sûr, se cachait. Moi, c'était le cas quand j'ai fait mes études de philosophie, et combien, effectivement, ça a dû empêcher bon nombre de femmes de faire de la philosophie. Bon, c'est bien. Quand on s'appelle Tiffaine Samoyo, on en a fait autre chose, et c'est très bien, et heureusement. Mais justement, c'est intéressant de rappeler à ce titre que la philosophie a quand même beaucoup changé en France, que parfois, quand je regarde la différence entre mes 30 ans et mes 50 ans, je dirais que c'est vertigineux. C'est-à-dire que, pour reprendre juste quelques exemples, quand j'avais autour de la trentaine, un peu plus de 30 ans, et que je siégeais au CNU, tout dossier qui arrivait dans la 17e section, c'est-à-dire la section de philosophie sur le genre, les sexualités, le féminisme, etc., était immédiatement un dossier refusé, mais immédiatement, qu'il soit historique, contemporain, etc. Et que tout cela a quand même changé, et a finalement changé assez vite, et que parfois c'est étonnant, et qu'il y a des gens qui n'ont pas dû s'en remettre, en effet. Je pense, et qu'il y a aussi tout ça dans les changements qui se jouent aujourd'hui. Dans une discipline comme la philosophie, il y a eu des changements tellement rapides qu'effectivement, c'est normal d'une certaine manière que les réactionnaires se réorganisent, qu'ils essaient de se réapproprier le terrain, parce qu'effectivement, ce terrain-là, il y a 30 ans, le terrain du féminisme, la théorie féministe, des théories du genre, enfin des études de genre, il n'existait vraiment pas en philosophie. C'était impossible. C'était immédiatement le ricanement. Et c'est pour ça que du point de vue philosophique, un livre comme Gender Trouble, qui pense les questions de genre et de sexualité dans le cadre d'une théorie du sujet philosophique, eh ben c'est une bombe voilà, dans le terrain de la philosophie. Et puis, j'aime bien aussi cette idée de la place du collectif dans la traduction, parce qu'après tout, on a fait aussi dans l'histoire de la traduction finalement d'Amanda Gore, comme si c'était toujours une histoire individuelle, d'un individu à un autre. Or non, c'est pas ça. De toute façon, quand on traduit, ben oui, on traduit aussi avec toute son histoire, avec toute son époque. Donc, on n'est pas seulement un individu. Puis d'ailleurs, on pourrait rappeler à ce titre que l'Allemagne a fait un choix assez étonnant, même si visiblement la traduction n'est pas jugée très bonne. Elle a fait le choix de la traduction de plusieurs femmes, et de mémoire, je crois que c'est 3, 2 de couleur et une femme blanche, je crois. Donc ça aussi, c'est finalement assez intéressant. En tout cas, l'idée d'introduire la discussion, peut-être, dans la traduction, en tout cas le dialogue. Je vous propose qu'on ouvre la discussion. Si tu veux bien, Caroline, je te laisserai poursuivre à partir de 17h30, parce que je vais devoir partir un petit peu plus tôt que prévu pour être sûre quand même d'être bien à l'heure. On peut peut-être voilà, voir qui veut commencer à… qui veut commencer à introduire la discussion, qui veut prendre la parole parmi les uns et les autres. Alors, on avait en fait, dans les tables rondes précédentes,
une espèce de temps, prévu une espèce de temps de discussion possible entre les personnes des tables rondes. Et ça va me donner l'occasion d'ailleurs d'excuser Kautar Archi, qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour un cas de force majeure et qu'on avait aussi invité dans cette table ronde, Éric et moi, Kautar Archi, qui est à la fois docteur en sociologie et écrivaine. Voilà, donc il y a dans cette table ronde une place manquante qui est celle à la fois de la sociologie et de la fiction. Donc peut-être que vous avez envie, Mehdi, Gwenaël et Tiffaine, de dire un mot sur les interventions, ou de rajouter un petit mot sur ce que vous n'avez pas eu le temps de dire aussi. N'hésitez pas, hein, prenez la parole. Je crois que Mehdi se prépare à prendre la parole. Non, pour dire que c'est compliqué, parce que c'est vrai que j'ai rapidement présenté, j'ai essayé de rester le plus ouvert possible et pas de refermer sur l'objet vidéoludique uniquement, justement pour pouvoir raccrocher, mais c'est compliqué parce qu'on se retrouve souvent, d'ailleurs, quand on travaille sur les productions culturelles, dans les colloques généralistes, on se retrouve toujours rassemblés ensemble dans un petit coin. Voilà. Alors, ce n'est pas une critique, hein, pour l'organisation, parce que je sais que ce n'est pas évident, mais c'est pour dire que c'est très compliqué de rebondir depuis la perspective des études vidéoludiques, par exemple, alors que je vais sans doute devoir expliquer qu'est-ce que c'est le Gamergate, qu'est-ce que c'est… Enfin, voilà. Et donc, peut-être, pour ma part, je préférerais repartir des questions éventuelles des gens qui ont entendu ce que j'avais à dire. Ce sera plus facile pour moi. Voilà. Sinon, je vois qu'il y a Martha qui aimerait rebondir sur les propos de Tiffaine. Alors, on peut aussi commencer par oui, là. on peut commencer par donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat plutôt que de mettre des mains jaunes qu'on a plus de mal à voir. Donc, peut-être Martha à ce moment-là. Oui, sauf si Gwenaël ou Tiffaine veulent ajouter quelque chose. Je ne veux pas m'imposer avant. J'ai posé mon intention de parler, mais c'est pas forcément maintenant. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, Donc, les Gwenaël, intervenantes. est-ce que vous voulez dire quelque chose avant que Martha? Moi, c'était une remarque, mais qui était peut-être plus en lien avec la fin de la table ronde précédente. Je n'ai pu prendre les échanges qu'en cours pour la table ronde précédente. Et il y avait, alors j'y ai fait rapidement allusion dans mon intervention, mais je trouvais intéressant la remarque de Delphine Gardet sur le fait que finalement la vigueur, la virulence, voire la haine indécelable dans les oppositions, sans la minimiser bien sûr, je pense qu'elle est aussi le signe des changements que vous venez aussi d'évoquer, Fabienne, par exemple, en philosophie, etc. Et qu'elle dit quelque chose sur le fait que, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y a quelque chose de gagné, mais enfin que les choses ont changé, que ces questions, même si on reste minoritaire, on est dans une situation minoritaire qui n'a quand même plus rien à voir avec ne serait-ce qu'il y a 20 ans, et que les détracteurs des études de genre, des études sur la race, etc., l'ont bien compris, et que c'est la virulence des oppositions, elle dit quelque chose de cette fameuse panique morale qui, je pense, sévit dans un certain nombre de milieux conservateurs. Le terme de panique morale, il est emprunté à un sociologue américain, mais il m'a frappé parce qu'il avait été utilisé dans un des articles des Cahiers du genre pour qualifier la situation en fait au Brésil, hein, des opposants et opposantes au langage inclusif au Brésil, et plus généralement au camp des défenseurs des droits des femmes, des minorités sexuelles. Et je pense qu'en fait, on peut le réutiliser pour qualifier la situation en France aujourd'hui, où on sent quand même une crispation au sein de l'université et hors de l'université, dans les débats politiques, etc., face à cette espèce de
de vagues assez puissantes féministes qui se retrouvent à la fois dans des espaces institutionnalisés et dans les mouvements sociaux. Je pense qu'en matière de promotion des droits des minorités raciales, le rapport de force n'est probablement pas le même, mais les choses changent aussi. Enfin, donc voilà, c'était pour peut-être apporter une touche un peu optimiste d'une certaine manière, enfin positive. Voilà. Je ne sais pas si Fabienne est encore là, mais peut-être que... Je vais vous laisser du coup, Caroline, parce que voilà, en espérant que je survive bien à la deuxième dose. Et puis je laisse Martha voilà, continuer. Puis à très vite. Et merci à Tiffaine, Gwenaëlle et Mehdi. Et à bientôt. À bientôt, merci À Fabienne. bientôt, Fabienne. Donc Martha, voilà, après moi j'ai pas mal de choses à dire. Donc... Oui, bon, en fait, moi, c'est plutôt, comme j'ai dit sur le chat, c'était pour rebondir, c'est pas vraiment des questions, mais des réflexions à partir de ce que Tiffaine a dit, des études littéraires, puisque moi, je suis aussi littéraire. Et donc, du coup, bon, je me suis fortement identifiée à ce que Tiffaine a dit sur son parcours, puisque moi aussi, je me suis rabattue sur les études littéraires parce que j'aimais la littérature, mais aussi parce que la philo était très masculine à l'époque. Même maintenant, un peu moins, mais à l'époque à Barcelone, il n'y avait presque pas d'étudiantes même à mon époque en philo. Donc, par contre, on était presque, non seulement majoritaire, mais presque seul en littérature. Ça, c'est aussi, bon, là, par exemple, Nassira, je ne sais plus si elle est là, Nassira Djerassi, mais elle a beaucoup travaillé sur la féminisation de certains métiers en rapport avec la culture. Et donc, les études littéraires ont été très, très féminisées. Je crois ici en France aussi, mais en Espagne, c'est vraiment très, très patent. Mais justement, je voulais réfléchir à propos de la subjectivité, puisque bon, pendant tout le colloque jusqu'ici, on a beaucoup réfléchi à cette question des savoirs situés, de l'objectivité, la neutralité, etc. Mais parfois, dans les études littéraires, ce qui, bon, comme Tiffaine l'a dit, les essais d'en faire une science dure ont échoué. Franchement, sauf peut-être pour la critique génétique un peu, ou pour certaines, disons, la critique aussi plus philologique, etc. Mais ça, c'est une petite partie des études littéraires. Mais ce à quoi j'ai été confrontée dans les nombreuses années pendant lesquelles j'ai enseigné aussi la littérature française en plus et francophone, a été notamment non seulement le manque de légitimité par rapport à ces études et à l'objet aussi de ces études, en plus sur une langue qui est vraiment minoritaire. En Espagne, le français est devenu une langue très, très minoritaire, très peu valorisée, très peu étudiée. Les départements de français sont en train de fermer, comme aux États-Unis d'ailleurs. Donc, ça, c'est aussi un déplacement qu'il faudrait opérer, parce que les débats culturels en France sont souvent tellement franco-centrés, justement, comme le disait Nassira avant, qu'on se rend peu compte du fait que ce qu'on appelle la culture française est en train disons, de mourir ailleurs qu'en France ou dans les pays francophones. Et donc ça, c'est aussi un peu une leçon que certains politiciens, hommes politiques ou femmes politiques devraient aussi peut-être apprendre. Bon. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est à quoi j'ai été confrontée dans mon enseignement de la littérature, a été de la part de collègues, mais aussi des étudiants et étudiantes, un peu à un trop-plein de subjectivité parfois. C'est-à-dire que parfois c'est difficile de sortir l'appréhension de l'objet littéraire d'une sorte de subjectivité un
un peu banal dans le sens j'aime beaucoup, j'aime moins. Ça, je me souviens toujours d'une collègue en littérature comparée argentine, qui est une collègue à Barcelone, qui était indignée parce que elle travaillait, Madame Bovary, en cours, et donc elle essayait de faire parler les étudiants et les étudiantes sur Madame Bovary, et une étudiante, finalement, personne ne disait rien, personne ne l'avait lu en fait, et finalement une étudiante a dit oui, moi je l'ai lu et c'est pas mal. Alors elle était vraiment indignée par ce c'est pas mal, parce que c'est juste, bon, c'est une caricature de ce que je veux dire par subjectivité banale, c'est-à-dire le fait de dire j'aime bien ou j'aime pas, etc. Et j'ai été confrontée à ça en enseignant la littérature, mais aussi en enseignant le cinéma, parce que je ne sais pas si Mehdi, d'ailleurs, je ne sais pas si Mehdi, tu enseignes ou tu parles des jeux vidéo dans ton enseignement au niveau, disons, licence, etc. Mais souvent, quand on essaye en tout cas pas en France, peut-être parce qu'il y a une tradition beaucoup plus forte, mais en Espagne, les études sur le cinéma étaient très peu, il y avait très peu disons, de pratiquants en dehors de l'histoire de l'art, de la discipline de l'histoire de l'art. Donc, du coup, on était souvent très confrontés à ce type d'approche très, disons, non seulement subjective, mais disons impressionniste, comme on dit. Non, je ne sais pas ce que tu en penses, Stephen, mais bon, c'est un peu hors propos peut-être du colloque, mais c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée et avec laquelle j'ai dû lutter souvent en tant qu'enseignante en études littéraires. Je pense que, si je peux me permettre de dire un mot à la suite du témoignage de Martha, je pense que c'est précisément une question fondamentale lorsqu'on parle de savoir situer, c'est-à-dire que c'est la part qu'on donne à la subjectivité et à l'expérience spécifique de chacune et chacun. Et Donna Haraway en était parfaitement consciente, et même si elle donne des éléments pour dire que la position située, c'est une position à venir, une position qui se construit, malgré tout, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Et je vois, par exemple, dans mon enseignement, la question des corpus, c'est-à-dire que presque toujours, on essaye de justifier de façon un petit peu objective un corpus, mais on ne peut pas du tout le faire comme un terrain pour la sociologie ou pour d'autres disciplines. Presque toujours, cette justification est a posteriori, et que le corpus il est choisi par des formes d'identification. Alors, comment croiser la question de la situation, de l'identité et de l'identification? C'est des questions qu'il faut prendre en charge, on n'a pas le choix. Parce que quand je dis il est parfois préférable qu'une femme noire traduise une femme noire, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, j'invite aussi les étudiantes et les étudiants à ouvrir leurs imaginaires, à prendre appui aussi sur la littérature pour se subjectiver politiquement, et donc sortir d'une pure subjectivation individuelle. Donc de se déplacer un peu par rapport à ce qu'ils imaginent ou ce qu'elles imaginent être leur identité. Et donc, quand par exemple, une étudiante d'origine chinoise veut absolument travailler sur la littérature chinoise en France, quelquefois je lui dis de se déplacer, d'aller vers une autre langue, ne serait-ce que pour se construire de façon plurielle, donc située avec son expérience, mais pas forcément avec ce qu'elle imagine être son identité. Mais je crois que c'est une question très... Ça se pose évidemment pour toute l'étude des arts, de la littérature, mais évidemment aussi du jeu vidéo, puisque je pense que beaucoup d'étudiantes et d'étudiants se tournent vers cela parce qu'ils sont des amateurs ou des praticiens de ces jeux. Et je reglisserai vers quelque chose que Mehdi a dit aussi, il a évoqué que le jeu vidéo, pour beaucoup de jeunes
aujourd'hui, c'était un lieu de construction d'un sujet politique, et ce que la littérature n'est plus vraiment, mais qu'elle l'a été à un moment. Et je trouve intéressant aussi de voir que des disciplines comme la littérature, par exemple, ça a été une discipline assez majoritaire à un moment donné, dans les études classiques, etc. C'est une discipline qui est devenue assez minoritaire pour plein de raisons qu'on pourrait détailler. Et c'est intéressant, je trouve que c'est vraiment assez riche de voir ce déplacement aussi du poids culturel, ou enfin, ce poids variable de certains objets culturels. Et moi, ça m'intéresse beaucoup finalement d'arriver dans ce domaine et dans la transmission dans ce domaine à un moment où c'est devenu assez minoritaire culturellement. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais c'est une réaction au témoignage de Martin. Non, je pense que tu as répondu. Je crois, Mehdi, que tu voulais rebondir sur la notion de panique morale. Oui, alors du coup, je n'ai pas beaucoup parlé, mais du coup, il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais rebondir. C'était une ruse. Vas-y. Alors, oui, alors, mais je vais être rapide, succinct à chaque fois. Alors, sur le dernier point soulevé par Tiffaine, je trouve ça vraiment intéressant sur le poids variable des objets culturels, et il y aurait toute une discussion à avoir, parce que c'est par exemple aussi ce qui se passe avec le cinéma aujourd'hui par rapport aux cultures numériques et aux jeux vidéo. Le cinéma tel qu'on l'a connu, et tel qu'on l'a connu comme espace de socialisation politique aussi. Aujourd'hui, le mode d'accès au film pour les 18-49 ans, 45 ans, c'est d'abord une plateforme numérique, le téléphone mobile, l'ordinateur, etc. Ce n'est pas la salle. Donc est-ce que c'est encore du film, mais ce n'est plus le cinéma tel qu'on l'a, voilà, tel qu'il a été structurant pendant si longtemps. Et voilà, donc bon, alors ça, c'est une chose. Je voulais rebondir aussi sur la panique morale, parce qu'évidemment, ça concerne les jeux vidéo, et ça concerne aussi en général toutes les productions liées à la jeunesse, la bande dessinée, le rock'n'roll, les jeux de rôle sur table, chose que j'ai vécue. Bon, je suis arrivé en France en 84-85, et donc j'ai en même temps commencé à jouer aux jeux de rôle sur table à l'époque, hein, Donjons et Dragons, et les paniques morales associées à ce type de pratique étaient très très fortes, hein, voilà, jeux sataniques et compagnie. Et évidemment, le jeu vidéo a subi le même type d'attaque. Alors, à mon sens, il y a un petit peu un piège quand on parle de panique morale, c'est que ça laisse entendre que finalement, c'est une sorte d'angoisse sociale, d'anxiété des anciens par rapport à ce que font les jeunes, etc., ce qui n'est pas faux. Mais de façon, quand on resitue par exemple dans le contexte actuel, ce type de dispositif représenté par les paniques morales, à mon sens, ça prend vraiment place dans des stratégies d'éradication brutale, des choses qu'on ne veut pas voir émerger. Et donc, il faut que ça arrive le plus tôt possible. Et quand on pense aux doctrines militaires coloniales, et en particulier françaises, hein, qui ont inspiré d'autres armées par la suite, et ben on retrouve ce type de doctrine. Et donc, je pense que il y a une prudence à avoir dans la manipulation en fait, de cette notion de panique morale. Sur les savoirs situés, finalement, moi, je trouve qu'on pourrait résumer la discussion sur cet enjeu de savoir est-ce qu'on va vers des savoirs indisciplinaires ou des savoirs disciplinaires. Et alors, évidemment, il y a l'intérêt et les avantages de l'institutionnalisation, mais en même temps, voilà tout ce qu'on perd. Et peut-être qu'il faudrait repenser et réaffirmer cette nécessité des savoirs indisciplinaires, qui est une formule, moi, que j'aime bien, mais j'entends pas si souvent. J'entends davantage de préoccupations par rapport à comment on fait par rapport à nos disciplines que comment on fait pour inventer, en fait, quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est justement
à mon sens, le principe de ces savoirs-là, de devoir rester indisciplinaire, en utilisant les outils disciplinaires, ça n'empêche pas. Sur les 2 derniers points, bon, sur le cinéma aussi, et par rapport à ce que disait Martha, je pourrais, mais je ne vais pas le faire, resituer par rapport à mon expérience, puisque j'ai d'abord rencontré les études féministes à travers les études féministes du cinéma, et c'était au milieu des années 90, en 1995 à peu près, à la fac, à l'université, avec un chercheur qui vient de sortir ses mémoires, qui s'appelle Noel Birch, et qui a joué un rôle de passeur très important de ces études-là. Même s'il a été marginalisé et ignoré justement d'un point de vue disciplinaire, parce qu'il avait le malheur de se situer évolution. Mais à mon sens, au fil de ces évolutions, il y a eu à la fois, et ça me permettra d'arriver au dernier point sur lesquels je voulais rebondir, il y a eu à la fois eh bien, des avancées, des acclimatations, notamment de la littérature anglo-saxonne, mais aussi une dépolitisation, et puis finalement la réinstauration du même, puisque on n'a pas forcément fondamentalement transformé les choses, même si la place des études de genre pour le cinéma est un peu plus grande qu'avant. En tout cas, on peut arriver à introduire ces notions dans une thèse, ce qui était absolument très, très dangereux encore il y a 10 ans. Alors, ça m'amène au dernier point, sur la question finalement du rapport à l'art. Bon, moi j'évite de parler du jeu vidéo en tant qu'art, même s'il y a des pratiques artistiques, il y a des pratiques de création, c'est évident, mais je trouve que, par exemple, d'un point de vue décolonial, et même d'un point de vue postcolonial, mais d'un point de vue décolonial, il y a un problème à reprendre les catégories, les anciennes catégories qui ont une histoire, les catégories de la modernité, et notamment la catégorie d'art. Je crois que c'est Philippe Descola qui rappelait que l'art n'est pas une opération universelle, c'est la figuration qui est une opération universelle, humaine, voilà, mais pas l'art. Et donc, art dit artiste, dit œuvre. Et ça, finalement, on a vraiment du mal, et notamment en France, à s'en dépatouiller. Soit on va verser du côté d'une approche dite sociologique qui va vouloir éviter de se poser ces questions-là, ou du côté d'une approche esthétique, etc. Et quand on essaye de sortir de ces schémas et de ces paradigmes, ça devient très compliqué. Et on le voit bien avec la notion de female gaze qui a été évoquée tout à l'heure, qui a ressurgi de façon très bizarre dans le débat à l'occasion du livre d'Iris Bray. Bon, voilà, on pourra revenir dans le détail, mais c'est une notion qui, telle qu'elle est formulée, cherche à faire système à partir d'un corpus d'œuvres et d'auteurs qui auraient un regard différent des autres, et tout cela en faisant l'économie de 40 ans de discussion féministe sur le male gaze. Donc, c'est très bizarre, mais c'est significatif. C'est significatif du fait que la popularisation de cette notion qui revient, pourquoi, à mon sens? C'est parce que on retrouve finalement les cadres rassurants de la façon de penser le rapport à la culture à travers l'œuvre, l'auteur, etc., etc. Donc, moi, je trouve qu'on a du mal, enfin, s'il y a une spécificité française, je ne sais pas, mais en tout cas, en France, c'est sûr, on a du mal à sortir de ces cadres-là, et les savoirs situés constituent justement une opportunité incroyable d'en sortir, pourtant. Voilà, c'est un peu brouillon parce que j'ai essayé de rebondir un peu sur tout en même temps, et de faire courant en même temps. Merci beaucoup, Mehdi. Je crois que Laurent avait une question pour Tiffaine, à laquelle Tiffaine a répondu en 2 lignes. Donc peut-être, Laurent, que vous pouvez reposer votre question en la développant si vous le souhaitez, et Tiffaine pourra répondre. Je peux reprendre la question telle qu'elle a été posée dans le chat. Laurent me demandait ce que je pensais en tant que spécialiste de la traduction de Lou and the Yazuka. Donc,
Et j'ai répondu en employant le terme de justesse ponctuelle, qui n'est pas du tout, un élément critique. Au contraire, je pense que c'est ce à quoi doit prétendre la traduction, c'est sa ponctualité, c'est-à-dire quand elle arrive au bon moment, elle est bonne. Et il me semble que le choix, en effet, de l'éditeur français par rapport au choix qu'ont fait d'autres éditeurs ou éditrices dans d'autres pays était un bon choix de demander à une jeune artiste noire de traduire ce poème. Parce qu'on a beaucoup simplifié, par exemple, les propos de Jenny Zule qui réagissait contre la traduction par une jeune écrivaine blanche pour la traduction néerlandaise. On a beaucoup caricaturé sa position en disant qu'elle refusait que ce soit une femme blanche qui traduise une femme noire. La question n'était pas là, c'était de dire on a l'occasion pour une fois d'une visibilisation extraordinaire. Il y a énormément de jeunes traductrices noires absolument méconnues et qui ont du mal, qui sont très précaires, qui ont du mal à s'en sortir dans notre pays, hein, dont on connaît aussi l'histoire coloniale. Et elle disait pourquoi n'avoir pas demandé à une de ces femmes qui aurait eu en retour une part de la visibilité donnée à Amanda Gorman, mise sur elle, placée sur elle. Donc, Lou Nzoyazuka n'a pas exactement la même expérience, mais elle a une expérience aussi du slam. C'est une rappeuse qui est très écoutée en France, et donc je pense que c'était un bon choix. Et donc, sa lecture, son interprétation est une bonne interprétation dans cette mesure. Merci Tiffaine. Alors, je vais me donner la parole à moi-même pour quelques questions. D'abord, alors, non, on ne t'avait pas invité pour une chose précise, Tiffaine, mais pour vraiment l'ensemble de tes travaux. Et d'ailleurs, dans ce que tu as dit, il y a vraiment une position, enfin, une question, une problématique que je trouve extrêmement intéressante et qui me parle, moi, beaucoup en tant que sociologue, qui est dégager l'autorité de la domination. Et je pense que là, on est vraiment, dans ma pratique, hein, vraiment dans les savoirs situés et dans leurs enjeux qui sont en même temps des enjeux éthiques et des enjeux épistémologiques. Il est très difficile de dissocier les enjeux éthiques des enjeux épistémologiques. Je crois que c'est dans la table ronde précédente où c'est Raquel Borghi qui parlait de la cannibalisation des terrains et qu'elle résout finalement en faisant de son corps du terrain, qui est peut-être le seul terrain qu'elle peut décider de cannibaliser en disant « mon corps ». Moi, il est vrai que je tourne aussi sans arrêt autour de cette question de dégager l'autorité de la domination quand on est sociologue, et même si j'ai des pratiques les plus dialogiques possibles, j'essaie de casser justement les dispositifs de domination, je les récupère dans l'autorité de l'écriture, dans l'autorité d'une parole, et il y a quelque chose que je n'arrive pas à résoudre, ce qui est probablement normal et qui continue de m'interroger. Donc moi, ça me parle beaucoup, et si tu as quelques pistes de réflexion sur lesquelles on pourrait d'ailleurs échanger au sens là, nous toutes, je suis vraiment très intéressée. D'autre part, alors là, c'était une question à Gwenaëlle. Je crois qu'effectivement, tu as complètement rebondi sur la discussion qu'on avait hier, sur la discussion autour de l'anti-intellectualisme et sur une discussion qui s'était amorcée à partir de ce que David, qui est peut-être là, Paternotte, disait, une discussion qui s'était amorcée avec Éric autour de ce que c'est que l'anti-intellectualisme. Et lorsque tu dis que finalement, les détracteurs de l'écriture inclusive reprennent
si ce n'est le langage, mais certains arguments des savoirs critiques en faveur de, par exemple, l'inclusion sociale. C'est ça qui est très intéressant. L'écriture inclusive exclurait, et eux, ils sont pour l'inclusion, et ils sont pour l'inclusion. Or, l'inclusion sociale, a priori, eh bien, c'est le langage des savoirs critiques. Donc, dans tous ces espèces de retournements d'argumentation, on en a un peu parlé hier, mais je crois qu'il y a des stratégies extrêmement intéressantes, des pièges, des stratégies gramscistes ou inspirées de Gramsci, parce qu'ils sont partout. Ils sont à la fois du côté de la réaction pure, ça dénature la langue, une langue existe, il y a un corps de la langue, ça ne doit pas bouger, etc. Donc, ils sont sur les positions les plus traditionnalistes, les plus conservatrices, mais ils sont aussi sur tout un tas de positions qui ne sont, ou d'argumentation, qui ne sont pas celles-là. Et au bout du compte, alors, tu as fini sur une note d'optimisme, et j'adore, enfin, je trouve ça super, mais si on réarticule ça avec la table ronde d'hier, on n'était pas très optimiste, en fait. C'est-à-dire qu'on se disait, bah, OK, il y a des choses de gagner, mais la puissance ou l'espèce d'arc de spectre argumentatif que les adversaires des savoirs critiques arrivent à manipuler est quelque chose, finalement, dont on a beaucoup de mal à se dépêtrer. Voilà, donc c'était une question pour, ou une ouverture de réflexion pour toutes les deux. Je t'entends pas, Gwenaëlle. Oui, je me demandais, je peux répondre, enfin en tout cas poursuivre. Oui, pour moi, c'était important de conclure sur la réception de ces controverses parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a plusieurs types d'argumentaires en présence. Là, j'ai mis l'accent sur les stratégies du camp des anti, pour le dire vite. Néanmoins, ce qui me frappe quand même, c'est que cette controverse, elle est relationnelle et que ça serait intéressant aussi de comprendre, notamment en comparant avec les controverses et débats précédents, donc des années 80 et de la fin des années 90, comment le camp féministe s'est musclé, s'est diversifié, parce que, par exemple, dans la presse, là aussi, alors, on peut voir les choses de plusieurs façons. Dans la presse, on pourrait dire que les détracteurs ont pignon sur rue, que ce sont celles et eux qui imposent l'agenda, font la controverse, en tout cas déclenchent la controverse. Néanmoins, on peut voir aussi qu'il y a des prises de parole qui sont quand même assez nombreuses, assez diversifiées, émanant à la fois d'universitaires, de militantes. On peut voir aussi que d'une certaine manière, les usages de ce langage sont pas confinés à de tout petits espaces, même si, comme je disais, ils sont situés socialement. Donc, je pense que voilà, ce que tu dis sur la force du camp conservateur, sur leur je ne sais pas s'il faut dire la finesse, mais en tout cas la tactique de leur stratégie, c'est vrai. Mais c'est difficile d'anticiper, me semble-t-il, les effets que ça va avoir, parce que contrairement aux années 80-90, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas de féministes à l'époque, bien évidemment, mais je pense quand même que l'institutionnalisation de ces questions dans plusieurs espaces, à la fois académiques, à la fois médiatiques, il y a aussi eu les effets de la parité en politique, tout cela fait que les féministes sont partout, même si elles sont majoritaires nulle part, elles sont partout et elles prennent part activement au débat, donc, et elles répondent à ces arguments. Alors, à nouveau, c'est pas pour minimiser comment dire, non, c'est pas la finesse, pardon, je bute sur le terme, mais pour minimiser l'habileté, merci, l'habileté des rhétoriques conservatrices, mais c'est un peu le paradoxe de cette controverse, c'est-à-dire que
les détracteurs ont beaucoup dénigré les arguments des féministes, etc., mais ils ont aussi contribué à faire vivre le débat et aussi offert paradoxalement des espaces discursifs aux féministes et aux partisanes et partisans de l'écriture inclusive. C'est-à-dire, s'il y avait eu que le manuel Attier et s'il y avait eu que la pétition d'Eliane Viennot, le débat n'aurait pas eu l'ampleur qu'il a eu. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes qui mettent un point d'honneur à se réapproprier cette écriture, parce que je pense beaucoup de personnes ont aussi conscience du fait que ce qui est en jeu, c'est pas tant des questions linguistiques que des questions politiques. Et donc, je ne sais pas, moi, après, tout ça, ça engage évidemment des recherches sur des temps longs pour comprendre quels sont les effets de cette controverse à plus long terme et comment ça pose aussi des questions très importantes, je pense, sur qui se réapproprie cela, parce que même si, à nouveau, hein, l'écriture inclusive, elle n'est pas confinée au cercle militant et universitaire, néanmoins, je pense qu'en ce moment, ça devient presque parfois, je ne sais pas s'il faut dire un outil de distinction sociale, mais ça pourrait devenir ça. Et donc, ça pose aussi la question de est-ce que ce langage va réussir à pénétrer l'institution scolaire, à être réapproprié par des relais, par des passeurs et des passeuses qui ont accès à un public très large. Je pense que le débat est ouvert et que là aussi, l'initiative de Blanquer, elle est très ambivalente. D'une part, il s'est quand même beaucoup fait moquer. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir vu le fameux Blanquer, point médian E, qui montre... il y a eu beaucoup de réactions syndicales, c'est ce que soulignait Eliane Viennot, hein, très rapide à sa circulaire, avec des appels à ne pas la respecter. Et puis, l'institution scolaire elle-même n'est pas monolithique, puisque l'institution scolaire promeut en partie des formations sur ces questions. Donc, je pense que voilà, la controverse, c'est aussi une manière de démocratiser le débat d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, moi, j'essaye, enfin voilà, j'ai quand même, enfin, je pense que c'est important de voir cet aspect-là des choses également. Ce que je trouve assez effarant, c'est en lien aussi avec ce qui avait été dit hier, je crois, c'est de voir que les attaques viennent largement du camp universitaire. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas rappelé dans mon intervention orale, tu le sais, Caroline, hein, moi, je me suis mise à travailler sur ces questions avec ma collègue Marie Loison, parce qu'en fait, on a été prise à partie directement au sein de notre université et qu'il y a eu une espèce de mini-polémique dans notre université parce qu'on avait relayé la pétition d'Eliane Viennot dont on était signataire. Ça a déclenché une vague d'hostilité qu'on a trouvée hallucinante au départ. On n'a pas trop compris sur le... Enfin, on a un peu compris, mais je veux dire, on s'est dit, il faut creuser quand même pour essayer de comprendre pourquoi ça peut susciter autant de virulence, autant de violence parfois. Et en fait, voilà, moi je suis dans une fac de droit et ça résiste beaucoup. Enfin, ça résiste beaucoup aussi à l'université, et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça résiste aussi, ces résistances, elles sont aussi orchestrées dans l'espace académique par une partie des intellectuels. Et ça c'est quelque chose d'important, je pense, à avoir en tête pour aussi réfléchir à que faire, qui est le sujet de la table ronde de demain. Voilà, je m'arrêterai là. Merci pour tes remarques. Stephen, sur les savoirs situés. Je vais enchaîner en fait avec ce qui vient d'être dit. Pour apporter un petit élément, je vais aller assez vite parce que je crois que notre table ronde arrive à son terme horaire. Je suis frappée moi aussi, c'est quelque chose qui a été dit, que tu as dit, Caroline, dans ta présentation lundi, et puis qui a été redit à l'instant, c'est qu'il y a une aisance rhétorique absolument extraordinaire des conservatrices et des conservateurs. C'est très étonnant. On l'entend dans le débat public, on le voit dans les textes, et donc une sorte de rhétorique argumentative autoritaire, une maîtrise du langage pour déployer une sorte de démonstration convaincante que je pense on ne doit pas contrer avec la même rhétorique. C'est-à-dire que laissons-leur force rhétorique et montrons qu'on peut proposer d'autres usages du discours.
d'autres usages du langage. Ce n'est pas parce qu'on est chercheur, chercheuse, universitaire, intellectuelleux, etc., qu'on doit s'exposer avec une sorte d'aisance. Moi, j'ai appris à avoir moins d'aisance. Je pense que c'est tout un travail qu'on doit faire, de ne pas maîtriser, qu'il y a une énorme autorité de la maîtrise du langage et qu'on ne doit pas répondre sur le même ton. Et qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Et ça répond aussi à ta question sur comment est-ce qu'on fait pour développer une autorité qui soit arrachée à la domination. Eh bien, ça passe beaucoup par le langage et par des usages du langage. Et c'est très, très important pour nous qui enseignons et qui sommes en permanence dans le langage, dans l'exposition des idées. Alors déjà, là, le fait, par exemple, que ce colloque, même si c'est un colloque, donc c'est une forme institutionnelle éprouvée, malgré tout, le fait de passer par des tables rondes et pas par des communications, ça arrache aussi un tout petit peu à cette rhétorique. Donc, je pense que ça, c'est très bien, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et que, voilà, on ne contre pas ces super argumentations conservatrices avec le même discours. On n'a pas à être aussi fort qu'eux là-dedans. On a autre chose à défendre et ça passe par le langage. Donc, je suis pour une sorte d'éco-poétique de la langue universitaire, ou je sais pas, je trouve qu'il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Ce n'est pas simplement des idées qui nous distinguent, c'est aussi des manières d'en user avec le langage. Voilà. Merci beaucoup. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. J'espère qu'on pourra poursuivre toutes ces voies et ces pistes. Et peut-être qu'il y a encore des questions. On peut dépasser l'horaire de quelques minutes. Moi, je me permets juste de rebondir sur l'intervention de Tiffaine. Je trouve ça très intéressant, cette idée qu'on n'est pas obligé, et même on ne devrait pas toujours répondre, rétorquer sur le même registre, de développer des formes langagères alternatives, c'est vrai. Et en même temps, à l'université, pour avoir notre place à l'université, on est quand même attendu sur un registre, pour le coup, qui est très, très calibré et très conventionnel d'une certaine manière. Donc, ça, je pense que, il me semble que ce que tu proposes, c'est plus évident de le déployer dans d'autres espaces que dans l'espace académique, en tout cas dans le domaine de la recherche. Parce qu'il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, en tous les cas, il y a peu de place pour des formes alternatives d'expression que les canons du langage académique. Je vais prendre juste un petit exemple. Alors, évidemment, c'est très juste c'est par rapport à des positions de domination qu'on peut proposer un programme sur des formes alternatives de domination. Donc, de toute façon, c'est complexe. Il faut être conscient de ça. Néanmoins, si on ne le fait pas, les choses n'avanceront pas. Donc, moi, je propose des choses toutes simples. Par exemple, la conclusion dans les exercices académiques, je trouve que c'est extrêmement autoritaire. Demander dans tous les exercices, quels qu'elles soient, n'importe quel concours, travail de recherche, article, etc., il faut une conclusion. Or, conclure, c'est affirmer son autorité sur un sujet qui est souvent très ouvert, qui est ouvert justement à la pluralisation des points de vue, des recherches, etc. Donc, c'est reprendre la synthèse, par exemple, en tant que telle. C'est une manière dont on pourrait quand même inviter à remettre en cause le fait qu'il faut toujours conclure. Moi, je suis pour un observatoire justement de ces pratiques de langage, de ces exercices, etc., qui réinstituent, même sur des recherches ou des travaux très généreux et formidables, etc., qui réinstituent comme ça une sorte d'autorité discursive
de manière obligatoire. Simplement, en fait, c'était en écho aux propos de Tiffaine Samoyau sur ce rapport de domination que nous avons, les professeurs, cette posture d'autorité qui nous confère qui vient presque avec un permis de dominer, institutionnellement parlant, et auquel il faut résister. Donc, je me citais, ce qui est pas très poli, je m'en excuse, mais j'avais déjà écrit justement en conclusion d'un article, car le projet féministe est un appel à l'équité qui dépasse la seule condition féminine, un nouvel humanisme, en somme, qui serait dépourvu de centre, de tous les centrismes, et qui exige que chacun et chacune voit non seulement à ne pas se laisser dominer ou effacer par l'autre, donc à cela penser nous devons, je dirais, mais aussi à ne pas dominer ni effacer l'autre. C'est une position d'équilibriste que nous devons apprendre à adopter, tous et toutes, je pense. Eh bien, peut-être qu'on peut finir sur cet appel à des épistémologies de la non-domination. Donc, on se retrouvera, pour celles et ceux qui ont le courage de nous suivre jusqu'au bout de notre aventure. On se retrouvera demain à 14h15 avec Eric cette fois pour une dernière session qu'on a appelée « Questions brûlantes » pour les savoirs critiques. Et on vous dira pourquoi on a pris ce titre de « Questions brûlantes », qui est aussi une citation mis entre guillemets. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain, j'espère. Merci à vous. Merci.